On a à peu près 20 minutes pour la période d'échange. J'invite, par pas. J'invite tous les intervenants à venir sur l'estrade. S'il vous plaît, je me mets au bout. Hop. Ah, bah non, bah pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, bah je vais rester debout, moi ça me va. Alors, j'avais pris quelques questions, mais je vais en poser une pour ouvrir le débat et laisser après vous poser vos questions. Et en fait, ça rejoint exactement le questionnement, Quentin, donc merci pour j'attrape la balle au bon. Moi, un questionnement qui me vient à l'esprit et qui a été un peu posé par Anne-Charlotte au début lorsqu'elle a comparé low-tech, économie circulaire, éco-conception, c'est un peu la question de comment vous, d'après votre expérience et vos activités, vous positionnez la low-tech par rapport à tous ces concepts. On parlait beaucoup ce matin de décarbonation, donc ça a beaucoup shifté avec vos présentations. Donc comment, est-ce que vous voyez la low-tech compatible ? En quoi elle est peut-être fondamentalement différente de démarches ou stratégies industrielles déjà bien déployées, je pense à l'économie circulaire, mais la décarbonation, ça marche aussi. Voilà, est-ce que vous la voyez comme intégratrice ou plutôt complètement différente voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre retour d'expert un peu, de praticien aussi sur ce point-là. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Ouais. Alors, je sais pas. Oui, il fonctionne. Voilà, ça rejoint la question de Quentin. Et justement, j'avais l'intention d'intervenir sur ce sujet-là parce que, en tant qu'industriel, c'est forcément une question que je me pose parce que moi, dans mes sphères, depuis 20 ans, je n'entends parler que de l'industrie 5.0, ultra connectée, qui est pas du tout un modèle low-tech et qui néanmoins répond à une demande de la société. Alors après, voilà, c'est l'œuf et la poule, hein, qui a commencé, on n'en sait rien. Et moi, comment je m'inscris dans tout ça, en fait ? Et j'ai répondu à un appel à projet de l'ADEME au mois de mars qui s'appelle Usine distribuée. Et l'idée, c'était de proposer une nouvelle façon de travailler. Alors, il y a un mot qui n'a pas été employé, je crois, enfin, je ne l'ai pas entendu, c'est celui de la décentralisation. Et moi, je réfute un peu ces modèles d'entreprise, ces méga factories que je vois un peu partout, qui créent la France moche en plus. Et je suis, quand je vois ces grandes usines gigantesques qui produisent des produits de masse, je trouve ça assez effrayant. Pourtant, c'est quelque chose de réel et on est probablement tous des acheteurs de ces choses-là in fine. Et je me dis, comment j'inscris, moi, ma PME là-dedans ? Parce que finalement, je me dis, ces méga factories, ce n'est que la somme de tout un tas de PME qui n'ont pas du tout le même engagement en termes de RSE. C'est-à-dire que moi, si je veux fidéliser mes collaborateurs, je fais de la RSE parce que pour moi, ça tombe sous le sens que les conditions de travail soient bonnes, parce que moi, mes collaborateurs, je les vois tous les jours, je travaille avec eux. Enfin, et je vois pas pourquoi je les traiterais moins bien que moi, pourquoi je ne permettrais pas à un chaudronnier de travailler dans un atelier chauffé, alors que moi, mon bureau est chauffé. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Après, le directeur d'une méga factory, lui, il se pose probablement pas cette question-là. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut répliquer ça ? Et en fait, l'idée de ce réseau d'usines distribuées, c'est d'additionner nos capacités, tout en ayant des modèles extrêmement petits et locaux. Donc l'idée, c'est de limiter nos croissances, c'est de se dire, moi, je me fixe une limite aussi, et je réplique mon modèle sur un maillage hexagonal. Et l'idée, c'est du coup de mettre à disposition mon modèle économique et la façon dont je travaille, mes moyens, mes compétences, de standardiser un petit peu. Donc là, on s'appuie sur tout le travail qu'on a pu faire ces dernières années dans l'industrie, en Lean, en 5S, etc., qui sont des méthodologies de performance. On s'approprie ces connaissances qui sont très, très utiles pour bien travailler et justement maîtriser la marge pour rendre les produits accessibles et de répliquer ce modèle. Alors, j'ai appris là, que très, très récemment, qu'a priori, alors je n'ai pas encore signé la convention, mais je ne crois pas trahir de secret en disant qu'on est lauréat de cet appel à projet. Et donc, on va pouvoir, en 2024, déployer ce modèle. Et l'ADEME m'a déjà laissé entendre qu'il allait falloir que je prenne mon petit bâton de pèlerin pour aller chercher des mini-CPM, après, un peu partout en France, une fois qu'on aura mis le modèle en place. Mais l'idée, c'est vraiment d'expérimenter quelque chose qui soit à toute petite échelle, mais répliqué. Et on utilisera un produit qui a été développé par une association qui est le Velio,
Donc on part sur la mobilité douce parce que c'est un produit qui pour le coup est low-tech. Et le Velio est lauréat de l'extrême défi de l'ADEME l'année dernière. Et l'idée, c'est d'essayer de pouvoir le fabriquer et d'accompagner également à l'autoconstruction, donc de proposer toutes les phases et de répliquer cette façon de travailler un petit peu partout en France et que le Velio soit fabricable aussi bien chez CPM en Normandie qu'en Alsace que dans le sud de la France. Le Velio, c'est un vélo entre le tricycle, la Rosalie, électrique, qui permet de transporter 4 personnes, avec également du transport de bagages. Et c'est une association de 60 personnes qui a développé ce modèle de mobilité douce. Et aujourd'hui, ils cherchent l'acteur industriel, et je crois qu'ils ont échoué jusqu'ici, parce que justement, on s'adresse à quelque chose qui pourrait être s'approprié par un gros industriel, et là, littéralement, se faire manger, et devenir un produit de grande consommation qui colle plus avec la vision holistique qu'on a de la low-tech. Merci. Et oui, et du coup, sur justement ce modèle, alors là, de ce qu'on comprend, c'est le modèle économique qui en fait évolue. Et aussi, peut-être par rapport au scénario que Thibaut, tu as présenté, où c'est vrai que tu as parlé beaucoup d'archétypes, et donc il y a une certaine opposition qui transparaît, même si on comprend que il y aura à la fin une combinaison de ces scénarios-là. Mais du coup, pour l'ADEME, par exemple, est-ce que voilà, vous voyez la low-tech un peu comme opposée au scénario Paris réparateur ou technologie verte, ou quelle est votre position Alors, moi, Désolée. Ça n'engage. Enfin, j'ai pas forcément réfléchi à cette question. Je pense que c'est l'ADEME n'a pas forcément de réponse non plus à apporter à cette question. Ce sera plutôt un avis plus personnel. Je pense qu'effectivement, moi je l'ai dit un peu dans ma présentation, mais pour moi les scénarios 3 et 4 s'éloignent quand même beaucoup de la philosophie globale d'une démarche low-tech. Donc je pense que le scénario qu'on pourrait suivre idéalement, c'est une hybridation, comme tu disais, des 2 premiers scénarios, qui permet d'englober un certain nombre de caractéristiques qui ont été évoquées très largement ce matin. Voilà. Et après, pour rebondir peut-être sur mon expérience, moi, à l'ADEME, quand j'ai commencé à explorer un peu le sujet des low-tech, c'était en 2020-2021, à travers un AMI, un appel à projet qu'on a lancé, qui nous a permis de financer un certain nombre de projets, dont les enquêtes du Low-Tech Lab, l'étude sur la ville low-tech de l'Institut Paris Région, entre autres. Et donc en fait nous, cet AMI, en fait, il s'inscrivait, c'était une des actions qu'on avait envisagées dans le cadre d'un programme d'expérimentation, d'exploration plus large sur l'innovation, l'approche systémique. Et donc pour nous, la démarche low-tech, dès le début, c'était vraiment effectivement un cheminement, un raisonnement de nature systémique. Et après, j'ai raccroché cette démarche-là plus récemment en découvrant les travaux de Donella Meadows, qui est une des plus brillantes vulgarisatrices de la pensée systémique. Et je pense notamment à ses travaux sur les différents leviers de transformation des systèmes, qu'elle décrit très bien, qu'elle a décrit dans les années 90, et qui font très largement écho à que ce soit les 10 commandements de Bewick sur les démarches low-tech, et toutes les caractéristiques, tous les travaux qui ont été ensuite développés autour des démarches low-tech. Et donc c'est pour ça que moi j'aimerais faire de ce référentiel de Donella Meadows un nouveau référentiel, un vrai outil pour le coup méthodologique pour déployer plus massivement et essayer de passer à l'échelle, comme on a essayé de l'évoquer avec Tatiana notamment. Voilà, donc effectivement, moi je suis très friand de cette approche systémique qui pour moi est intrinsèque et donc intégratrice, pour répondre à ta question, tes questions. Donc ça englobe tous les questionnements, toutes les démarches d'économie circulaire et tous les leviers associés à l'économie circulaire, par exemple. Et donc c'est vrai que ça fait le lien avec ce que tu présentais, Tatiana, sur la mise à l'échelle. Ok, donc comme on n'a plus énormément de temps, Marc me dit que oui. Si vous avez des questions pour nos intervenants. Oui. Alors déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, bravo, et merci pour l'organisation. Alors moi j'ai une petite question, on parle beaucoup de passage à l'échelle,
On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives low-tech, beaucoup de propositions qui ont déjà été faites. Je pense aux petites voitures électriques en location, je pense au Fairphone, etc. Par contre, c'est de l'intérêt général, mais je ne vois pas vraiment de volonté générale. Et j'aimerais bien comprendre à quel moment, et je vais citer Tatiana, mobiliser la technique pour créer un nouvel imaginaire. Est-ce que ce n'est pas mobiliser un nouvel imaginaire pour créer finalement un besoin et promouvoir, et on va dire créer encore plus de low-tech? Parce que s'il n'y a pas de réel besoin, enfin de réelle volonté du grand public, bah finalement, toutes ces initiatives low-tech, elles ne décollent pas. Et donc, Tatiana, Thibaut, qu'est-ce que vous en pensez? Comment, en fait, on transforme ça? Alors, merci beaucoup pour la question. Elle est, je pense, très complexe et je pense que je ne pourrais pas donner une réponse. Par contre, c'est que on peut dire, je pense que c'est de deux côtés. C'est-à-dire que j'aime pas, justement, peut-être je ne l'ai pas assez fait ressortir, mais est-ce qu'on part de la base vers le haut, vers la politique ou la politique vers le bas? Je pense vraiment que cette approche holistique et donc du coup, la notion des récits au sens large avec des scénarios comme l'ADEME l'a fait, elle est nécessaire parce que ça nous donne un cap. Et ensuite, c'est quelle est la boussole qu'on utilise et quelles sont les stratégies qui sont à côté, en sachant qu'il y a des niveaux de maturité qui sont différentes. Donc en fait, je suis désolée parce que je ne réponds pas, mais je pense que l'idée, c'est de dire justement, à travers ces caps-là, ces imaginaires-là, comment on repense la technologie et comment, avec la motivation des acteurs qu'on est ici, on accompagne ces changements, parce que moi, je crois vraiment à cette notion d'intermédiaire culturel, c'est-à-dire que nous, déjà personnellement, par la façon d'agir, en tant que rôle d'enseignant, j'ai ce rôle de diffuser cette démarche-là en tant qu'accompagnateur des entreprises à leur transformation, je vais diffuser des choses. Donc en fait, pour moi, il y a ce côté individuel et le côté collectif vous avez montré. En fait, avec un collectif, on est beaucoup plus ingénieux, on est plus capable de diffuser plus largement. Donc en fait, j'esquive un peu, mais je pense que c'est important de partir et aussi croire à l'humain, à sa capacité de changer. Ensuite, il faut un accompagnement et je pense que c'est pour ça qu'il faut plus de SHS et des réflexions autour des SHS dans ces questionnements. Je te laisse du coup. Merci, désolé, je voulais pas. Non, merci beaucoup pour la question aussi, parce que au Tech Lab, on est convaincu que le frein, il est culturel. Enfin, le gros frein, je dis pas qu'il y a que ça, mais il est culturel. Et que c'est aussi Arnaud qui nous l'a pas mal appris. Si on change la culture, après tout déroule en fait. Les normes, elles s'adaptent, les politiques publiques elles suivent la volonté de, enfin, etc., etc. Et si demain c'est l'intérêt collectif qui entre guillemets domine le monde, je pense que, enfin voilà. Bref, mais du coup, changer la culture, c'est très très difficile. Il y a plein de théoriciens qui ont posé la question, enfin qui se sont posé la question. C'est un front ou un champ de bataille entre guillemets, bataille culturelle. Et ça pose la question aussi des moyens en face de maintenir la culture mortifère entre guillemets d'aujourd'hui. Et donc, à mon sens, on peut autant se poser la question de comment est-ce qu'on rend désirable, on produit des récits, on diffuse des récits, etc., alternatifs, mais aussi comment est-ce qu'on coupe un peu le robinet, ou en tout cas on contrôle un peu plus des récits qui sont en fait dangereux pour l'humain, pour la planète, pour machin. C'était Philippe Biwix, ça m'arrive de temps en temps de le citer, mais qui disait si demain on interdit la pub, bon, il y a quand même l'imaginaire collectif qui va un peu évoluer, quoi. Si les principaux financeurs des productions télévisées à grand machin sont pas les industriels qui placent leurs produits dedans, ou des consortiums d'acteurs. Moi, j'ai un mini-exemple, mais tu pourras peut-être rebondir. Les super-héros, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 10 ans, c'est devenu des super-techno-héros, en fait. Ils sont tous hyper outillés de nanotechnologie, de machin, de trucs. Et là, maintenant, dans tous ces films-là, à très très grande audience, on parle que de multivers. En gros, c'est en permanence le multivers. Donc ça montre bien, entre guillemets, quels sont les symboles, justement les idées, les concepts qu'on véhicule par ces outils, par ces vecteurs culturels, quoi.
Donc il y a un truc super intéressant, c'était l'anecdote que je voulais dire tout à l'heure, c'est la culture aujourd'hui, elle est aussi, ou les médias, on pourrait dire pareil, hein, elle est aussi entre guillemets entre les mains d'un certain nombre d'intérêts privés, et c'est pas du tout comment dire, enfin, je veux dire, c'est pas la seule alternative. La politique publique nationale de la culture s'est beaucoup questionnée ces 15-20 dernières années sur est-ce que c'est efficace ce qu'on fait culturellement. Est-ce qu'on élève le niveau de la population culturelle? Est-ce qu'on rend accessible de la culture, etc. La conclusion de toutes les études, après il faut qu'elles soient écoutées, etc. Mais c'est la seule façon de rendre la culture entre guillemets accessible à tous, c'est de la rendre participative. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec la techno, c'est-à-dire de produire, d'aider à produire des contenus culturels partout et de permettre à chacun en fait de, je sais pas moi, écrire une chanson, faire un film, etc., etc. Et ça peut être des leviers, alors à nouveau institutionnels, hein, et je ne dis pas qu'aujourd'hui ça va être la stratégie, c'est plutôt Netflix et Ligue 1, Uber, mais en gros, comment est-ce que au-delà de produire des récits alternatifs, on se pose la question en face le poids entre guillemets ou les moyens qui sont mis sur ce récit-là, quoi. Voilà, c'était un peu. Ouais. Alors moi j'ai une série de remarques qui feront peut-être question, mais alors la question du changement de culture m'intéresse beaucoup. Je m'y suis intéressé. La bonne nouvelle, c'est que les outils, on les connaît. En fait, ils datent des années 70. La capacité à modéliser des croyances, des représentations du monde qui sont essentiellement ancrées dans des peurs, on les connaît, elles ont des niveaux, on peut soit, quand on reste dans un monde contraint, les adresser et faciliter les passages. Il y a 3 niveaux de changement, on force le changement, on injecte ou on importe une culture, ça peut être un récit, ou on crée les conditions du changement. Et dans ce niveau 3, changement de type 3, on connaît tous les outils en fait qui nous permettent de sortir de l'ego et de la peur. En réalité, ça raconte quoi? C'est que nous-mêmes, on doit changer de l'intérieur. Parce que là, on a beaucoup parlé d'efforts tournés vers l'extérieur. Et on a nos propres projections et nos propres peurs ici aussi, qu'on ne met pas sur la table et qui nous empêchent. Et un sujet qui me semble manquer, c'est la question du changement qu'on accepte de faire soi-même, au sens de dépasser ces paradigmes. En tout cas, ces outils permettent et le changement intérieur et le changement systémique. Il y a Robert Dilts, il y a Claire Graves, tous ces outils sont solides, ils sont connus, très bien documentés, et qui font des passages paradigmatiques, en fait, vraiment. Ça, c'est ma première remarque. Et là-dedans, il y a des paradoxes, pour le coup. C'est que dans ces changements, et le changement type 2 et type 3, le récit est très bas. En fait, j'entends beaucoup l'idée, en fait, il faut changer de récit, il faut construire un nouvel imaginaire. Il y a une étude, notamment, de Brocken et Alwood, en 2012, qui a identifié 13 leviers, et le récit est parmi les plus bas. Parce que le récit arrive après l'expérience. On fait d'abord l'expérience de quelque chose qui nous transforme, et cette expérience, on la transforme en récit. C'est vrai aussi dans les grandes narrations religieuses. Il y a d'abord une expérience, et après on en fait un récit normatif. Mais le récit, il suit, il précède pas. Et pour moi, il y a un vrai paradoxe que j'aimerais un peu déconstruire ici, en fait. Il y a une question, un point que j'ai bien compris, c'est celui des finalités. Finalement, low-tech équivalerait à quelle est la finalité qu'on voudrait suivre. Et alors, elle pose la question des modèles d'affaires dans lesquels j'ai peu entendu de réponse claire, en fait. Il me semble, de ce que j'ai étudié, qu'on reste, quoi qu'il en coûte, somme toute dans une logique de moyens. Et tous les logiques de moyens produisent jamais les effets désirables exactement. Il y a des effets rebonds, etc., etc. Et qu'il faudrait passer vers une économie des effets, qui finance des effets notamment. Et je serais curieux d'avoir votre avis sur cette perspective-là. Et mon dernier point, si mon téléphone se débloque. High-tech. C'est les 10 leviers de transfo de Donny Amidose. J'aimerais le challenger aussi. Pourquoi? Parce que Donny Amidose est effectivement une personne qui a beaucoup travaillé sur le sujet, mais son dernier post de blog avant son décès, c'était quand même j'ai fait une erreur fondamentale, c'est de croire qu'on pouvait modéliser les systèmes complexes. En réalité, on ne peut pas, et son dernier post s'appelait Dancing with Systems, qui est une vraie leçon d'humilité, qui dit en fait on ne peut pas modéliser, on ne peut pas définir des trajectoires exactes. En fait, il faut apprendre à lâcher prise et composer avec le réel. Et on est plus proche des métaphores du vivant que d'approches techniques déterministes. Et donc, il faut être prudent. Ces leviers sont très puissants, mais ils sont insuffisants.
Merci. Alors, je crois que... Ouais, je vais te laisser. Mais je crois que Thibaut, tu m'as dit que tu avais une contrainte. Il faut. OK. Ben, OK. Merci. Ouais, je vais réagir sur cette question de la culture parce que moi, c'est un sujet assez fondamental dans la démarche. Le slogan de Néoloco, c'est culture locale, changement total. Alors qu'on fait à la base, on vend du pain et des graines parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est au cœur du projet. Je connais pas exactement toutes les références dont vous avez parlé. Maintenant, moi, ce que je comprends des expériences qu'on a menées, et il faut savoir qu'en fait, les expériences qu'on a menées, c'est une vraie gymnastique d'arriver à dépasser les croyances culturelles avec lesquelles on réfléchit. Et c'est vraiment la chose la plus difficile à faire parce qu'on est tous cernés par ce qu'on pense être la limite de nos connaissances et la limite des connaissances, etc. Et en fait, nous, Néoloco ne serait pas possible si on n'avait pas cette démarche systématique de tout questionner. Et par exemple, l'exemple de la boulangerie est un super exemple. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur la boulangerie quand même. Le titre est Boulangerie solaire. C'est un domaine, par exemple, la boulangerie, il y a énormément de croyances. Et donc, moi, j'ai été voir plein de boulangers, les questionner, mais pourquoi tu pétris ta pâte? Des questions bêtes. Ouais, pourquoi tu pétris ta pâte? Parce que sinon, ça marche pas de faire du pain. Mais à quoi ça sert réellement? C'est quoi le processus biologique derrière, etc., etc., etc. Et en fait, typiquement, le processus de pétrissage de la pâte quand on fait des pains en levain, c'est une croyance. Il y a plein de boulangers qui font des pains en levain qui pétrissent leur pâte, donc ont besoin d'un pétrin mécanique. En réalité, il n'y a pas besoin. Mais pour ça, il faut réussir à dépasser des systèmes de croyances. Et moi, il y a des boulangers qui sont venus en formation chez nous, 30 ans de métier, travail de nuit, etc., etc. Ça les rend dingues de voir qu'on sort du pain sans pétrir. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Mais il y en a vraiment des centaines, et c'est tous les jours. En fait, moi, c'est ça ma matière de travail. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Ce que je comprends de la culture, c'est que la culture, c'est un moyen de transmission de pratiques et de croyances qui évite de devoir se poser des questions existentielles tous les jours. Combien de fois on va manger aujourd'hui? On se re-questionne pas tous les jours combien de fois on va manger aujourd'hui. Comment on va se dire bonjour? À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se demande pas, on va discuter avant de parler, comment est-ce qu'on va se dire bonjour, etc. Comment est-ce qu'on se donne des tours de parole? Tout ça, on n'a pas que re-questionné, et c'est des choses qu'on a transmises culturellement. Et c'est très présent là, on pourrait trouver des centaines d'exemples dans la salle, mais dans chacun de nos métiers, on trouvera des choses qui se sont transmises culturellement. C'est ce qui explique par exemple qu'un boulanger qui travaille au feu de bois n'est pas le même métier qu'un boulanger qui travaille en four électrique, etc. Et puis des centaines d'exemples. Mais ça évite évidemment de pouvoir vivre ensemble et de dépenser énormément d'énergie sur des questions banales. Mais c'est ce qu'on a transmis culturellement. Il n'y a pas besoin de le re-questionner tant que le contexte qui a fait émerger les pratiques ne change pas. Mais à partir du moment où le contexte change, la méthode de transmission culturelle, par définition, ne transmet pas les raisons pour lesquelles on a ces pratiques. Et du coup, ça devient indispensable de les questionner. Et aujourd'hui, le contexte change. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que la plupart des pratiques culturelles qu'on a aujourd'hui, en tout cas qui posent problème, ont émergé dans les années, on va dire après la guerre globalement, et puis depuis le début de l'industrialisation, dans un contexte où après la guerre, il y avait des pénuries, il fallait standardiser les pratiques parce que, par exemple, dans la boulangerie, la généralisation du CAP boulangerie vient de là. Il y avait des pénuries de pain, c'était pas seulement à cause du blé, c'était aussi parce que les boulangers étaient morts sur le champ de bataille et on pouvait pas former un boulanger, l'envoyer dans un fournil comme le mien et qui sorte du pain en 2 semaines, c'est pas possible. Moi, vous prenez le boulanger du quartier le plus près, il mettra 6 mois avant de sortir du pain de mon fournil parce qu'on a des pratiques hyper adaptées, différentes. Et donc, le contexte change, donc il faut re-questionner les pratiques. Et c'est la chose la plus difficile. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est que quand on commence à le faire, à partir de là, il y a des récits qui arrivent et on commence à comprendre pourquoi les choses sont faites comme elles sont faites aujourd'hui. Et on commence à pouvoir sélectionner les pratiques qui nous intéressent pour respecter les limites planétaires, etc. etc. Et voilà. Et un autre exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est à une douzaine d'artisans solaires en France alors qu'avant 2019 et que Néoloco naisse, il n'y en avait pas. C'est pas que la science a changé, les lois fondamentales de la physique n'ont pas évolué entre-temps, c'est parce que
les gens qui ont pu visiter Néolocaux ont une représentation sociale de ce que c'est une boulangerie solaire. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple aussi sur la torréfaction. Le problème des torréfacteurs aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils sont pieds et mains liés sur le gaz? C'est parce qu'il n'y a pas de représentation sociale de ce que c'est une torréfaction qui fonctionnerait sur une énergie intermittente. Mais à partir du moment où on peut visiter une activité existante, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des exemples concrets à montrer, et ben là on acquiert une représentation sociale, et les gens qui ont créé des torréfacteurs, des activités de torréfaction solaire en France, ils ont passé une journée à Néolocaux. Donc et là on touche vraiment le cœur du sujet, la technologie ne peut pas tout. Dernier exemple, après je passe la parole. Vous voulez inventer la meilleure voiture électrique du monde, la meilleure voiture à hydrogène du monde, vous pouvez enfermer 20 ingénieurs dans un laboratoire les mieux payés du monde, vous ne ferez jamais mieux que la personne qui arrive à repenser l'organisation pour supprimer des besoins de transport. Et là, aujourd'hui, on est enfermé dans le schéma culturel qu'on va enfermer les ingénieurs, on va espérer sortir des solutions techniques pour une société du gaspillage qui, elle, ne va pas changer en fait. Voilà, j'ai fini. C'était super. Génial. Tatiana, tu voulais rebondir ou... Juste le dernier mot? Dernier mot, je ne sais pas. Mais, deux choses. En tant que maman aussi, je pense que l'important, c'est le choix qu'on fait et l'éducation qu'on fait à nos enfants. Et le système éducation, il faut tout revoir. Ça, c'est petit aparté. Et sur le système, le nouveau modèle, en fait, je pense que justement, ce que tu dis, c'est essentiel. La notion d'effet et justement la finalité, enfin, je ne sais pas si c'est une finalité, mais c'est de dire, on crée de la valeur soutenable. Et qu'est-ce que c'est? C'est améliorer ou faire évoluer la culture, mettre en place des relations beaucoup plus solides, de qualité, etc. Donc, travailler sur ces enjeux-là par rapport aux capacités de ces territoires-là et des acteurs qui sont autour. Et pour moi, ces nouveaux modèles, ils sont appuyés sur ça et pas forcément des modèles d'affaires qu'on déroule et qui sont, on va dire, des archétypes. C'est-à-dire des choses qu'on va développer et qui seront adaptées aux besoins, aux acteurs qui sont à l'intérieur, aux milieux dans lesquels ils s'ancrent et les enjeux culturels. Juste... Ok. Merci beaucoup. Encore merci pour vos interventions qui, je pense, ont vraiment beaucoup plu et ont été de qualité.